Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur l'âge d'or d'Hollywood. Le 25 juin 1906, l'architecte américain et millionnaire Stanford White est assassiné par Henry Kendall Todd devant une foule réunie au Madison Square Garden. À quelques mètres de la scène de crime, l'actrice de théâtre et la femme de Todd, Evelyn Nesbit, reste impuissante. Nesbit sera au cœur de la médiatisation de l'affaire Stanford White, puisque, selon le meurtrier, il a simplement vengé sa femme. Jason Duval avec vous comme toujours pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Gros épisode aujourd'hui parce que je vous parle d'Evelyn Nesbit et surtout de l'affaire Stanford White. Le meurtre de Stanford White va marquer la vie, la carrière d'Evelyn Nesbit puisqu'elle est au cœur de cette affaire qui, en 1906, a fait la une pendant des jours et des jours. Quand j'ai commencé mes recherches là-dessus, je pensais pas avoir autant d'éléments, autant d'informations. Je me suis retrouvé avec des pages et des pages de notes. J'ai même dû recommencer à un moment parce que c'était trop. J'ai dû faire un immense tri de tout ce que je prenais et de tout ce que je prenais plus. Si vous vous intéressez aux histoires de triangles amoureux, de meurtres, de vengeance, je pense que cet épisode-là est fait pour vous. Je m'attarde pas plus sur l'intro, l'épisode sera bien assez long comme ça. Lançons-nous dans cette affaire qui a passionné les Américains au début du 20e siècle. Qui est Evelyn Nesbit, l'actrice qui sera au centre de toute cette affaire? C'est au départ une actrice de théâtre qui a vécu plusieurs drames au cours de sa vie, bien avant l'affaire Stanford White. Elle serait née entre 1882 et 1885 en Pennsylvanie, une date de naissance incertaine puisque les archives de sa ville natale, Natrona, ont brûlé dans un incendie aux alentours de 1890. Une fois connue, bien des années plus tard, elle-même dira qu'elle ne sait pas vraiment sa date de naissance. Enfant, Evelyn va développer une relation fusionnelle avec son père, Winfield Scott, qui va lui faire découvrir les arts. Winfield Scott encourage sa fille à développer ses compétences artistiques qui sont déjà très jeunes immenses. Son père est un avocat très connu de la région, très riche, ce qui lui permet de payer différents cours à sa fille. Des cours de danse, de chant, de théâtre, mais aussi il lui achète des livres de contes de fées afin qu'elle se développe un imaginaire assez grand. Mais en 1893, l'enfance d'Evelyn connaît son premier drame. Winfield meurt subitement. La jeune adolescente est détruite, elle voit son monde s'écrouler. Un univers qui s'écroule davantage quand sa mère, Florence, apprend que son mari avait une multitude de dettes très importantes. Pour payer les dettes de son défunt mari, Florence doit vendre ses bijoux, les meubles de valeur, des antiquités et même des maisons secondaires. Très vite, la mère ne peut plus vivre dans la grande maison de Natrona et à partir d'ici, pendant plusieurs années, elle va trimballer sa famille un peu partout. Ils deviennent des nomades. Ils vivent chez des amis, des membres de la famille et dans des chambres dans des hôtels parfois pas très recommandables. En 1898, Florence est aidée par un ami de Philadelphie qui accepte de les loger pendant un bon bout de temps. À Philadelphie, Evelyn, en pleine adolescence, vit la vie d'une ouvrière. Elle travaille plus de 12 heures par jour, 6 jours par semaine dans une usine de la ville. Rien qui ressemble aux contes de fées qu'elle lisait quand elle était plus jeune. C'est justement dans cette manufacture qu'elle va se faire remarquer par une artiste foudroyée par sa beauté et c'est ici que le conte de fées commence. Cette artiste va demander à Evelyn de devenir sa modèle, de poser pour elle devant l'objectif de son appareil. Au départ, Florence, la mère d'Evelyn, est très réticente. Comme elle ne connaît pas vraiment cet artiste qu'elle croit être un homme au départ, elle a peur que sa fille soit dans une entreprise plus ou moins légale.
Une peur qui va vite s'estomper quand elle rencontre la femme et assiste même à la première séance. En peu de temps, Evelyn Nesbit va devenir une jeune modèle très courue des artistes de Philadelphie. Sculpteur, photographe, peintre, portraitiste, tous les artistes la veulent comme modèle. À l'usine, Evelyn gagnait que quelques sous par jour. En tant que modèle, elle gagne $1 pour 5 heures devant des artistes, une somme assez importante pour l'époque. Elle apparaît sur le Vanity Fair, le Cosmopolitan et le Ladies Home Journal, 3 magazines ultra populaires à l'époque, dont un encore très présent de nos jours. Vers 1901, la famille d'Evelyn déménage à New York où les opportunités artistiques sont plus faciles et surtout plus abondantes. C'est dans la grosse pomme qu'elle se fait remarquer par des promoteurs de théâtre et elle se retrouve sur les planches. Evelyn n'a pas de talent scénique particulier. Elle ne deviendra jamais la plus grande actrice de la scène ni la plus grande actrice de cinéma, mais elle a quelque chose qui attire, qui la rend très spéciale. Elle sait tout faire aussi. Elle chante, elle danse, elle sait faire rire, elle sait faire pleurer, ce qu'adorent les propriétaires de théâtre. En plus, elle est une jeune femme très sympathique et avec qui tout le monde aime travailler. Au bout d'un peu plus d'1 an, n'aimant pas particulièrement la scène, la jeune femme décide de retrouver son premier amour, la pose pour des artistes. C'est après cette courte aventure sur les planches des théâtres new-yorkais qu'elle rencontre un homme qui va changer sa vie, son histoire, son destin. En 1901, en se produisant à Broadway, Evelyn Nesbit devient une personnalité mondaine. C'est dans le cadre de soirées très chic qu'elle rencontre l'architecte et millionnaire américain Stanford White. Stanford White est un homme de 46 ans en 1901, très connu partout au pays et même au-delà des frontières et des océans. White a fait les plans, a pensé à certains bâtiments reconnus du pays comme le théâtre du Madison Square Garden qui, soit dit en passant, n'a rien à voir avec l'amphithéâtre qu'on connaît aujourd'hui. Evelyn est impressionnée par l'homme. Elle est une adolescente, elle a 15-16 ans environ, et la confiance, la prestance de White lui fait presque un peu peur même. L'architecte porte une immense moustache qui peut lui donner un visage glacial parfois, ce qui contribue à l'effet impressionnant qu'il projette. L'homme va s'amouracher un peu de l'adolescente. Il la trouve très intéressante. Il l'invite chez lui pour des dîners à de nombreuses reprises et la fait intégrer un cercle de modèles très restreint. Grâce à l'architecte, Evelyn Nesbit devient une modèle pour des artistes très connue aux États-Unis. Elle gagne un salaire faramineux pour poser que quelques heures par semaine. Très attaché à Evelyn, White fait non seulement à elle, mais aussi à toute sa famille des cadeaux très dispendieux. Il leur offre un appartement luxueux, des bijoux, des robes de bal, des œuvres d'art et tout ce que vous pouvez imaginer. L'adolescente va finir par s'attacher à l'homme, elle aussi, et va devenir sa très jeune maîtresse. Sa très jeune maîtresse, puisque White est marié depuis quelques décennies déjà, en fait depuis 1884. Pendant qu'Evelyn est la maîtresse de White, elle va rencontrer un autre homme, un très jeune homme cette fois-ci, un certain John Barrymore, future star du grand écran, et entame une courte relation avec lui. Une idylle qui se termine quand elle rencontre Henry Kendall Tah. Qui est Henry Kendall Tah? C'est le fils de William Tah, l'un des hommes les plus riches des États-Unis de la fin du 19e siècle.
Il a fait sa fortune sur le charbon et à sa mort en 1889, il lègue pas moins de 40 millions de dollars à son fils Harry. 40 millions là, en 1889, ça équivaut à la coquette somme de 1,5 milliard de dollars en 2025. Imaginez à quel point Harry devient riche et par le fait même puissant. Riche et puissant, oui, mais populaire, plus ou moins. Harry, depuis sa tendre enfance, a connu de multiples problèmes de santé mentale et aurait même été, pendant quelque temps, interné dans un hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, certains historiens croient que Harry Kendall Tah aurait été bipolaire, chose encore très mal comprise et mal vue dans ce temps-là. Il est psychologiquement très instable, ce qui est à l'époque, encore une fois, pas très bien vu. Harry cultive une haine profonde envers Stanford White. C'est là que les destins s'entrecroisent. Tah accuse White d'avoir nui à sa popularité à New York, mais aussi ailleurs au pays. Il l'accuse d'avoir répandu de fausses informations à son sujet, le menant à être complètement rejeté de certains cercles sociaux mondains. En 1902, quand le chemin d'Evelyn croise celui de Tah dans un événement chic, le riche héritier a 30 ans. Il est beau et il va charmer la jeune modèle. Pour être très honnête, Evelyn le trouve bien plus charmant que White, bien plus simple malgré sa fortune qui fait de lui l'un des hommes les plus riches au monde. Harry sait très bien que sa nouvelle conquête est la maîtresse de White. Sans lui avouer toute leur rivalité, il essaie de l'éloigner de l'architecte, mais c'est tout de même assez difficile parce que la femme est quand même attachée à lui. Evelyn est très jeune, elle sait pas du tout que sa relation adultère avec l'architecte est connue de plusieurs. Elle pense que c'est un secret de polichinelle alors que non, tout le monde le sait. La relation entre Nesbitt et Tah va aller très vite et en 1903, ils partent ensemble accompagnés par Florence en Europe. Un grand voyage. Ils partent par bateau pour une longue traversée qui s'annonce mouvementée. Avant de partir, Evelyn a dû subir une opération en urgence pour une crise d'appendicite aiguë et Tah veut qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles sur le bateau pour arriver en Europe dans une forme splendide. Il est exigeant avec le personnel médical, il n'hésite pas à être arrogant avec eux et même à les empêcher de dormir s'il juge qu'Evelyn a besoin de soins. Une fois sur le vieux continent, la modèle et sa mère apprennent qu'ils ont un itinéraire très strict et que tout a été calculé presque à la seconde par Harry. Pendant le voyage, cet horaire chargé et strict va créer des frictions entre Florence et Evelyn. Quelques disputes vont éclater et la tension va monter au point où Florence veut entrer en Amérique le plus tôt possible. C'est à Londres qu'enragée contre sa fille, la mère va quitter l'Europe par bateau, laissant le couple à leur voyage. L'adolescente va suivre son amoureux de Londres jusqu'à Paris, là où leurs expéditions vont prendre une drôle de tournure. En plein cœur de Paris, Harry se met à insister pour qu'Evelyn devienne sa femme. Il veut l'épouser. Il lui parle aussi de façon obsessionnelle de sa prétendue virginité. Il est obsédé par le fait d'être le premier amoureux d'Evelyn, le premier homme dans son lit. En réalité, Tah sait très bien qu'il n'est pas le premier, que son ennemi juré, White, entretient une relation ambiguë avec elle. Mais le milliardaire essaye de tirer les vers du nez d'Evelyn. Il veut lui faire avouer, mais la jeune femme reste floue, jusqu'au jour où, épuisée du comportement de l'homme, elle va tout lui avouer. Tah aurait fait semblant d'être surpris, il se serait disputé à ce sujet avant de repartir sur les routes françaises jusqu'en Autriche-Bulgarie où un triste événement et même dramatique événement va avoir lieu. En Autriche-Bulgarie, Harry a réservé une maison entière pour eux, avec une petite équipe à leur service, bien évidemment. Une équipe de domestiques qui, bien sûr, possède une aile à eux. Un soir, l'homme aurait perdu tout contact avec la réalité et serait entré dans une crise de paranoïa. Convaincu que White est en route pour venir récupérer Evelyn, il enferme l'adolescente dans sa chambre avant de la violer, l'agresser physiquement et de l'ébouillanter. Alertés par les hurlements de détresse d'Evelyn, les domestiques vont défoncer la porte de la chambre et secourir l'adolescente bien mal en point. Une fois de retour à lui, Harry aurait eu honte d'une façon ou d'une autre, regagné la confiance de son amoureuse et le voyage aurait repris calmement.
De retour à New York, Evelyn aurait tout raconté de son périple à des amis, y compris l'incident en Autriche-Bulgarie. Quelques-uns de ses amis auraient dit à la modèle de s'éloigner de l'homme. Ses amis vont lui raconter plusieurs histoires, des rumeurs au sujet d'Harry, comme une prétendue dépendance à la morphine. Une dépendance qu'Evelyn n'aurait pas remarquée pendant son voyage et qui pose la question, est-ce que c'était que des rumeurs? Si Todd avait été dépendant à la morphine, il en aurait forcément pris en Europe et Evelyn s'en serait rendu compte. Evelyn commence à avoir une certaine rancœur envers White qui l'a pas prévenu de la condition psychologique fragile de son nouvel amoureux. White savait très bien tous ses antécédents. Vous comprenez qu'à 16 ans environ, Evelyn est complètement perdue dans ses relations. Elle ne sait pas quoi faire. Elle a peur que sa liaison avec White et Todd se sache et que sa réputation dans la haute société new-yorkaise en soit gravement affectée. Elle veut pas perdre sa place auprès d'artistes de renom. Pour une raison ou une autre, Evelyn va prendre ses distances avec White et poursuivre son idylle avec Todd qui insiste toujours pour l'épouser. Une insistance qui va porter fruit puisque le 4 avril 1905, Evelyn Nesbit épouse le milliardaire Henry Kendall Todd dans une cérémonie médiatisée. Les journaux vont en parler très largement. Une fois mariée, Evelyn emménage avec son mari, mais aussi la mère de ce dernier, dans une grande maison luxueuse en Pennsylvanie. Une maison, en réalité un petit manoir qui va vite devenir la cage dorée de la modèle. Elle est isolée du reste du monde. Elle ne peut plus côtoyer ses amis new-yorkais, ne peut plus assister aux soirées mondaines. Mais devant les médias, elle doit paraître heureuse. Elle découvre que la vie de Todd est tout dans le paraître, alors qu'en coulisses, c'est une vie de solitude ennuyante et presque difficile. En 1906, Henry Kendall va commencer à faire campagne contre White. Il est frappé par un nouvel épisode de paranoïa et cette fois-ci, il en est convaincu, White veut nuire à tout le monde et à sa famille, rien de moins. Il parle en mal de l'architecte à tout le monde qu'il connaît, mais en vain, rien ne semble pouvoir affecter la réputation de White. Autour de lui, Todd parle largement de White comme un pédophile ayant entretenu une liaison purement charnelle avec une adolescente de 14-15 ans. Là-dessus, on peut pas dire qu'il a tort, c'est assez étrange que même à l'époque, ça ait pas fait parler plus que ça. Lentement, une haine sans précédent monte en Henry Kendall Todd. Evelyn ne le sait pas, mais son mari s'apprête à commettre un geste tragique. Au cours de l'été 1906, Evelyn et Harry prévoient un nouveau voyage en Europe. Malgré la santé mentale très fragile d'Harry, le couple a décidé de s'éloigner un peu de la vie mondaine. Avant de partir une nouvelle fois par bateau, le couple est invité au Madison Square Garden de New York pour voir la pièce Mam'zelle Champagne, une soirée où le tout New York est bien évidemment invité. Parmi les invités, Stanford White. C'est la première fois qu'Evelyn va revoir l'architecte depuis son mariage avec Harry.
Petite parenthèse sur le Madison Square Garden, le théâtre. Immense théâtre de plus de 8000 places. C'est Stanford White qui a pensé l'architecture du bâtiment. Jusqu'en 1925, le théâtre va être l'un des joyaux new-yorkais avant d'être démoli en 1926. Fin de la parenthèse, c'était pour que vous compreniez bien que c'est pas le Madison Square Garden, l'immense amphithéâtre qu'on connaît aujourd'hui. Le 26 juin 1906, les journalistes s'affolent autour de la voiture d'Evelyn et d'Harry. La journée est chaude, mais étrangement, le milliardaire porte un long manteau d'hiver. Un survêtement chaud qu'il refuse de retirer malgré les demandes de sa femme. Sachant l'instabilité psychologique de son mari, Evelyn se dit qu'il finira bien par le retirer à un moment ou à un autre et que c'est inutile d'insister. Sans surprise, ils finissent par croiser la route de Stanford White dans le hall et après un échange de regards peu amical, Evelyn entraîne son mari à leur place. White va flâner tout le long du spectacle, discuter au bar avec d'autres invités. Il sera que très peu intéressé par Mademoiselle Champagne. Vers 23h15, alors que le spectacle tire à sa fin, Stanford White gagne sa place pour assister à la conclusion. À leur siège, Evelyn est captivée par la finale et ne se rend même pas compte que son mari se lève alors que la chanson I Could Love a Million Girls débute. Henry Kendall Shaw se dirige tout droit vers Stanford White. Il sort un pistolet de son manteau et tire à 3 reprises sur l'architecte. La première balle, qui atteint le côté de sa tête, lui est fatale. Une fois au sol, Shaw lui tire 2 autres balles au dos. Le spectacle s'arrête brusquement et une ambiance chaotique gagne vite le Madison Square Garden. Des femmes crient au travers de la foule, Shaw s'écrie « Il a sali ma femme » dans un mouvement théâtral. Toujours assise, Evelyn est sous le choc. Elle a du mal à comprendre ce qui s'est passé, mais elle est rapidement prise en charge par des amis qui l'entraînent au calme dans une pièce à part. Dans l'ascenseur, escortée par des policiers, elle va croiser son mari qui va lui dire qu'il a fait ça par amour pour elle, pour sauver son honneur. Pendant la nuit, on sort Evelyn par une porte secondaire du théâtre afin d'éviter l'immense foule de journalistes amassés aux alentours et qui l'attendent. Dès le lendemain, la presse commence la couverture de l'événement. Le meurtre de l'architecte fait la une de dizaines, si c'est pas d'une centaine de journaux de l'époque. D'abord en Amérique, puis partout à travers le monde. Les médias se réjouissent puisqu'il y a 8000 témoins de l'événement qui peuvent se manifester et raconter leur propre version de la veille. Dès les premiers articles, on comprend que la presse a choisi un côté, celui de Shaw. On décrit Evelyn comme une femme indigne, pas fréquentable, qui a choisi d'épouser le pire ennemi de son premier amant. On écrit même qu'elle se serait vendue à White, puis à Shaw, pour avoir une vie de luxe. On parle que très peu, pour le moment, de l'architecte. Souvenez-vous, en 1903, quand ils partent en Europe, Evelyn avait dû subir une opération en urgence pour une crise d'appendicite. Cette opération, confirmée par des documents officiels aujourd'hui, est remise en doute par certains journalistes à l'époque. On écrit qu'en réalité, Evelyn était enceinte de White et que c'était un avortement déguisé. En moins d'une semaine, tout le monde entier connaît l'affaire Stanford White. Avant le procès, qui sera largement médiatisé également, les journaux titrent déjà « Le procès du siècle ». Puisqu'il intéresse tout le monde et surtout une grande partie de la population américaine, est convaincu que Shaw sera reconnu non coupable. Parce qu'après tout, il a vengé sa femme, il a sauvé son honneur. Le juge, avant le début des procédures, interdit aux femmes d'assister au procès. On justifie cette interdiction par la nature délicate de la vie d'Evelyn Nesbit, de ses infidélités et de sa vie de maîtresse. Seules les femmes journalistes pourront assister aux audiences puisque la nature de leur présence est professionnelle. Le jury, choisi méticuleusement, sera séquestré pendant l'intégralité des procédures. Le procès commence, la santé mentale et les antécédents psychiatriques de Harry Kendall Shaw sont exposés au grand jour. La mère de Shaw vient témoigner en faveur de son fils et affirme qu'il n'est pas fou. Un témoignage malheureusement mis de côté et en doute quand l'avocat de Shaw plaide la folie passagère.
Le témoignage d'Evelyn, très attendu, arrive après quelques jours d'audience. D'abord, elle affirme qu'elle n'était pas au courant que son mari portait son pistolet sur lui la nuit du meurtre. Elle savait qu'il était dans un épisode de paranoïa, mais ne croyait pas que ce nouvel épisode était aussi grave. L'élément le plus troublant du témoignage de la modèle survient quand elle affirme que White l'aurait violée quand elle avait environ 14 ans. White aurait invité Evelyn à dîner chez lui, dans son luxueux appartement new-yorkais. Une fois le plat principal passé, l'alcool aurait coulé abondamment. Plus tard en soirée, l'homme aurait demandé à l'adolescente de porter un déshabillé rouge, vêtement qu'elle aurait accepté de porter avant de se sentir étourdie et d'avoir plus aucun souvenir du reste de la soirée. Le lendemain matin, elle se réveille nue avec un horrible mal de tête, d'importantes nausées et une vive douleur à l'entrejambe. C'est ici que l'image de l'influente architecte va commencer à prendre de solides coups. Les médias parlent largement de ces accusations et rapidement, White est décrit comme un pervers. Evelyn affirme qu'elle et White ont entretenu pendant 6 mois environ une relation adultère. Elle confirme qu'elle était sa maîtresse. D'autres témoins viendront confirmer que White entretenait d'autres maîtresses et ce depuis le début de son mariage, bien avant Evelyn. Le lendemain du témoignage d'Evelyn, la presse titre « Le procès Tah, le meurtre d'un chien Stanford White ». Ça vous donne une idée de l'image nouvelle de l'architecte. Au procès, un immense débat aura lieu entre les avocats, celui du meurtre prémédité ou non. L'avocat de White explique qu'il n'y avait aucune raison que le couple soit présent à la première de Mamselle Champagne, que la présence de Tah s'expliquait par le seul fait de son désir d'assassiner White. L'avocat de Tah, tant qu'à lui, affirme que son client avait toujours sur lui son pistolet. Sur un coup de folie passagère, il aurait décidé d'en terminer avec son ennemi. Evelyn va rester cependant floue. Elle ne va pas confirmer que son mari avait toujours son pistolet sur lui, mais ne dira pas le contraire aussi. C'est le 11 avril 1907, presque un an après le meurtre, que le jury va rendre son verdict après 47 heures de délibération. Un verdict non unanime qui donne un deuxième procès. C'est finalement le 1er février 1908 qu'un nouveau jury déclare Henry Kendall Tah non coupable du meurtre de White pour cause de folie passagère. Par contre, le juge demande à ce que l'homme soit interné à vie dans un centre psychiatrique puisqu'il doute de sa santé mentale normale, entre guillemets. À l'annonce de ce verdict, la mère de Tah éclate en sanglots en hurlant « Mon fils n'est pas un fou », une réaction qui va faire les journaux. Après le procès, Tah est interné au centre psychiatrique de Matawan où plusieurs criminels y sont. L'établissement sera actif jusqu'en 1977 et il a été l'un des premiers à utiliser les électrochocs comme traitement. Après le procès de son mari, Evelyn Nesbitt va vivre une vie assez ordinaire. Son image a largement été affectée par toute l'affaire Stanford White et elle n'est plus contactée autant qu'avant pour être modèle. Le monde artistique l'a rejetée assez vite. Elle demandera le divorce seulement en 1915 après avoir fait la une à nouveau 5 ans plus tôt après avoir accouché d'un enfant. Un enfant qu'elle affirme être celui de Tah, conçu pendant une visite conjugale. Bien qu'il y ait un nombre impressionnant de rumeurs d'amants dans la vie de la femme à ce moment-là. C'est en 1914 qu'Evelyn va faire un retour sur le devant de la scène en apparaissant au cinéma. Jusqu'en 1922, elle va apparaître dans quelques films, quelques productions peu importantes avant de disparaître. En 1916, elle se marie à un acteur vaudeville, Jack Clifford, qui va trouver très dur de devenir le mari de. La relation est difficile, surtout quand Evelyn devient une star des cabarets au cours des années 20. Elle va partir à la conquête des cabarets états-uniens, laissant son mari seul. En 1933, elle divorce après plusieurs années d'absence. Une absence qui a été remarquée, surtout parce qu'en 1927, elle est aperçue avec Harry Kendall Tah, qui a été relâché entre-temps.
Jusqu'à la mort de Ta, Evelyn entretiendra une relation très proche avec son ex-mari, alimentant à l'occasion quelques rumeurs de remariage. En 1955, l'affaire Stanford White est portée au cinéma et Evelyn Nesbit participe à l'entière production. Le film The Girl in the Red Velvet Swing met en vedette Joan Collins et sera applaudi par la critique. Le 17 janvier 1967, après plusieurs années dans l'ombre, Evelyn Nesbit s'éteint à 82 ans. Evelyn Nesbit s'est retrouvée au cœur de l'une des affaires de meurtre les plus médiatisées du 20e siècle. Elle ne réussira jamais à redorer pleinement son image. Qui sait qu'aurait été la vie et la carrière de la modèle sans ce soir de juin 1906. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.